Fidèles amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. L'élection présidentielle prévue le 25 février prochain au Sénégal n'aura pas lieu à cette date. En cause, le président Macky Sall a abrogé le décret sur la convocation du corps électoral, reportant de facto la tenue de ce scrutin. C'est à travers un discours à la nation le samedi 3 février 2024 à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale. Et selon des informations, cette proposition de loi a été votée et adoptée à 105 voix pour et 1 contre, mais sans les députés de la principale coalition d'opposition. Et l'opposition, quant à elle, dénonce d'ailleurs un coup d'État constitutionnel. Cette crise politique inquiète la communauté régionale et internationale, alors que le Sénégal symbolise la stabilité en Afrique de l'Ouest. Comment en est-on arrivé à ce stade? La démocratie au Sénégal est-elle en suspense? Comment le président Macky Sall a-t-il pu faire passer ce report de l'élection présidentielle justement au Sénégal? Quelle est la position de la CEDEAO sur la question? On en débat avec mes invités déjà installés sur ce plateau. À ma gauche, Donatien Diglé, il est journaliste, analyste politique. Donatien, bonjour. Bonjour Ismaël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, Aziz Djingiré, analyste politique. Aziz, bonjour. Bonjour Ismaël. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Je le disais à l'entame de cette émission, le Sénégal s'enfonce dans une crise provoquée par la décision du président de la République, Macky Sall, d'annuler l'élection présidentielle après plusieurs tentatives de manifestation réprimées par les forces de l'ordre, de sécurité et de défense. J'y arrive. Les Sénégalais se sont réveillés le mardi matin, on pourrait le dire avec une nouvelle date de scrutin dans 10 mois, voté dans le chaos par l'Assemblée nationale. Comment en est-on arrivé à ce stade? Je commence par vous, Donatien Diglé. C'est un tournant, je dirais, décisif, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. C'est une honte pour l'Afrique, c'est un recul pour la démocratie en Afrique et c'est une faiblesse de la CEDEAO. Parce que Macky Sall a oublié les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir. Il a oublié de rendre hommage à certains de ses prédécesseurs, comme Abdou Diouf. Et aujourd'hui, il tente de sortir par la petite porte et c'est bien dommage. Parce qu'on a lu le communiqué de la CEDEAO, qui est un communiqué que je trouve de peu laconique, qui ne montre pas toute l'importance de la CEDEAO. Mais la CEDEAO a demandé à ce que non, les deux parties puissent s'entendre pour tout le monde s'accorde date de cette élection. Tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est un coup d'État constitutionnel. Et ce n'est pas trop différent de la réaction des putschistes que la CEDEAO tente de réprimer. Ailleurs, la CEDEAO a commencé par dire on se mobilise. Et le Sénégal récemment fait partie de ces pays que la CEDEAO sollicitait pour intervenir au Niger. Macky Sall devait prendre du recul, analyser et faire l'option de rentrer dans l'histoire. Mais malheureusement, il a fait la mauvaise option. Et Macky Sall n'est pas le seul dans cette posture. On a vu le cas de la CEDEAO où Alassane Ouattara nous a dit, Matelé, qu'il ne va pas aller à un 3e mandat. Mais après tout, il a compris qu'il s'est dit que c'est lui qui était la solution. Et avec la complicité de la communauté internationale, tout ce dont vous allez parler ici, on l'a laissé faire. Donc, puisqu'on n'a pas pu empêcher à ce niveau, ici également, tout le monde peut essayer. Et en le faisant, c'est qu'on ne participe pas à renforcer la démocratie, surtout en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones. Et je pense que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, Aziz Djingiré. Vous avez suivi la situation de bout en bout au Sénégal avec des manifestations enregistrées suite à cette annonce faite par le président de la République du report du scrutin présidentiel. Quelle analyse, quelle lecture faites-vous de cette position, de cette décision de Macky Sall? Je pense que c'est malheureux venant de la part d'un président, surtout comme Macky Sall, qui, il faut le rappeler, est venu au pouvoir dans un contexte un peu particulier. Mais il faut dire que ceci, c'est dans l'ADN de la politique sénégalaise. À chaque changement de régime, il y a toujours ces crises-là. Le Sénégal est très connu pour ses polémiques, déjà en 2001 avec la polémique entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Aussi en 2011 avec Macky Sall et Abdoulaye Wade. Donc à chaque changement de régime, le Sénégal est habitué à nous sortir des polémiques. Et je pense que c'est dans ce sillage-là. Et la CEDEAO qui se sent incapable
qui fait du deux poids, deux mesures. Parce que quand moi j'ai lu ce communiqué de la CEDEAO, j'ai rigolé. Parce qu'ailleurs, déjà, la CEDEAO aurait déjà suspendu le Sénégal parce qu'il s'agit ici d'un coup d'État constitutionnel. C'est très clair. Macky Sall a violé la constitution sénégalaise en arrêtant le processus électoral, en reportant de manière indirecte les élections, parce que la Constitution ne lui donnait pas le pouvoir de reporter lui-même les élections. Il avait seulement la possibilité d'abroger le décret qui convoquait le corps électoral. C'est ce qu'il a fait. Mais il a pris un décret, justement. Oui, il a pris un décret. Donc, parce que la Constitution ne lui permettait... ce décret à oui, la Constitution ne lui permettait pas, lui, Macky Sall, de reporter les élections. Ce n'était pas de ses prérogatives. Et il a juste trouvé la manière la plus facile pour lui de reporter les élections. Et je pense que cette option de Macky Sall est du fait qu'il a sondé, il a vu son échec au cours de cette élection. Peut-être que nous allons y revenir, parce que lorsqu'il a fait les sondages, il a vu celui qu'il a pris comme son dauphin, c'est quelqu'un de très impopulaire, inconnu au Sénégal. Il sait que la bataille était déjà perdue d'avance. Donc, il faut trouver un arrangement avec un complice qui est Karim Wade, le fils de... Je vais arriver à ce niveau-là. Le président Macky Sall a dit que c'est juste pour régler un différend, et le différend qui entre justement, et le Conseil constitutionnel qui n'a pas validé toutes les candidatures reçues. Et voilà... Non, je pense que oui, c'est la question de Karim Wade qui a été taxé. Non, c'est pour trouver une raison, c'est-à-dire c'est une complicité entre Karim Wade et le président sénégalais à travers sa femme qui est française, il faut préciser. Je pense que ce qui était perçu comme une crise au Sénégal pour ces élections, c'est l'exclusion pure et simple de Ousmane Sonko de ces élections. Et dans le discours du président sénégalais, il n'a pas fait cas de cette exclusion de son principal opposant. Mais Ousmane a été accusé, et puis... oui, il a été jugé, et je pense, c'est pour cela que je dis que c'est une manigance, oui. Parce que le dauphin d'Ousmane Sonko, il est en prison actuellement. Son dossier a été accepté parce qu'il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné. Et je pense que jusqu'à 15 décembre, il serait suffisamment condamné et il ne pourra plus être candidat. C'est ça, ce sont des manigances pour exclure l'opposition au Sénégal, pour participer, pour organiser une élection, le pouvoir pour permettre à ce que son régime se pérennise, revienne encore pour diriger d'une manière indirecte. D'accord. Donatien Diglé, Macky Sall l'a annoncé dans son discours, vouloir reporter ces élections pour plusieurs raisons, notamment c'est ce différend qui existe entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Pour vous, est-ce que vous n'appréciez pas quand même cette posture de Macky Sall pour pouvoir quand même rendre crédibles ces élections à la face du monde? Je vais laisser le cas du Sénégal et je vais vous amener en Côte d'Ivoire et vous allez vous-même tirer vos propres conclusions. Pour l'élection entre Gbagbo et Ouattara, il a un président de Cour constitutionnelle, c'est ce que nous avons appelé Cour constitutionnelle chez nous ici, oui, qui a programmé un premier résultat pour trouver que c'est elle qui a gagné les élections et qui est revenu plus tard sur sa décision pour dire que non, c'était une erreur. Il a un responsable de chaîne de télévision nationale qui après est revenu à la face du monde pour confesser, pour dire que il fait partie des responsables des tueries en Côte d'Ivoire. Pour dire quoi? Pour dire que c'est des alibis fabriqués par Macky Sall. C'est des alibis. C'est des alibis. Vous voyez le délai, la date des élections. C'est prolongé pour 10 Pourquoi c'est... Non, la première date. Voilà, c'était pour le 25 février. Il a vu que son arrière sera difficile à gérer parce qu'il a su remonter les Sénégalais contre lui-même. En empêchant un citoyen plus ou moins honnête, eu égard aux informations que nous avons eues. Vous allez voir, écoutez, pour le moment en Afrique, les pouvoirs politiques ont un pouvoir fort sur le pouvoir juridique. Il suffit juste de voir la manière dont on met en place le pouvoir juridique pour comprendre que le pouvoir politique a son influence. Et au moment des manigances, c'est facile d'appuyer sur quelques curseurs et d'obtenir ce qu'on veut. Sinon, le délai, il a déjà fait, l'argument qu'il avance date que de maintenant. Mais avant ça, tout ce qu'il a fait contre Ousmane Sonko, la communauté internationale suivait tout et voyait que le remplaçant de Macky Sall, on le connaissait. Mais on s'est arrangé pour l'écarter. Et malgré ça, on a compris qu'on est toujours
En difficulté. Donc on a trouvé notre formule pour prolonger afin de trouver les formules nécessaires pour rétablir l'image de celui qu'on veut. Sinon, le combat qui a existé entre Ouad Père et Macky Sall aujourd'hui ne lui permet pas facilement de s'acoquiner avec le fils, si ce n'est pas qu'il a des intentions cachées. Donc, quand on met tout ensemble, c'est indigne de la part de nos dirigeants qui forcent la main. Si vous avez fait 2 mandats constitutionnels et que le moment est venu de partir, partez. Vous le dites, c'est indigne. Et alors, comment Macky Sall a pu quand même faire pour en arriver à ce point? C'est ça que je vous dis. Je dis que le pouvoir politique a une influence sur le pouvoir judiciaire dans nos pays. Suivez mon regard. Sinon, si vous voulez, je vous ramène dans un contexte plus proche et vous allez comprendre qu'il nous a été enseigné. Et vous le savez, que difficilement on attaque les décisions de la Cour constitutionnelle. Ça se passe en Afrique où on peut remettre ça en cause et avancer. Donc, suivez mon regard, vous allez comprendre que je me refuse ce matin d'être un peu direct un peu parce que, bon, j'espère que les gens vont changer de comportement. D'accord. Aziz, pour vous, à la où vont les choses, que risque-t-il de se passer au Sénégal dans les jours à venir? Non, je pense que le Sénégal va vivre une période très très difficile dans les prochains jours. Et déjà, les manifestations ont commencé et je ne pense pas que ces manifestations puissent cesser malgré les multiples arrestations. Et il faut rappeler que le report des élections a été voté par l'Assemblée nationale en absence de l'opposition. Et comment l'opposition a été exfiltrée, sortie de la salle de l'Assemblée nationale par les forces de l'ordre. C'est inédit en Afrique. C'est que quand on parle de démocratie et le haut lieu où se manifeste la démocratie, on sort manu militari, les députés qui sont les représentants du peuple, on les sort de l'Assemblée pour voter un report de l'élection. Je pense que ceci devrait être une preuve palpable qui pourra permettre à la CEDEAO de suspendre le Sénégal. Si la CEDEAO veut restaurer son image, après ce qu'elle a eu à faire au Niger, au Burkina Faso et au Mali, la CEDEAO devrait prendre des mesures pour exclure le Sénégal de cette institution. Ceci pourra quand même corriger un tant soit peu cette image de la CEDEAO. Et je pense que les manifestations ne vont pas cesser et le président sénégalais risque gros. Voilà, le président sénégalais risque gros. Je reste avec vous, Donatien Diglé. Au regard des derniers agissements politiques au Sénégal, est-ce que l'Afrique est-elle prête vraiment à vivre la démocratie avec tout ce que nous observons dans nos pays africains aujourd'hui? Nous sommes atteints par un mal qui reste là un peu sans remède. Il y a des gens qui ont fait l'effort de sortir par la grande porte. On peut citer aisément le général Mathieu Kérékou, on peut citer Boniaï. Patrice Talon est en train de vivre ces derniers moments et on espère qu'il va partir comme les autres pour qu'on soit fiers de dire que nous avons pu avoir un laboratoire de la démocratie au Bénin. La situation du Sénégal est en train de mettre la CEDEAO devant une épreuve difficile. C'est que ça passe ou ça casse. Si la CEDEAO n'arrive pas à freiner l'élan de Macky Sall, elle va disparaître complètement. Parce que des gens sont déjà partis volontairement de la CEDEAO. Voilà, et ça fragilise la CEDEAO déjà. Ici, on veut voir la CEDEAO s'assumer, s'affirmer, en disant non. Parce que les États-Unis ont déjà condamné le comportement de Macky Sall. L'Union européenne. J'ai lu le communiqué de la CEDEAO, je dis c'est timide par rapport à ce que nous avons subi récemment au Niger. Où si les poussistes, et là il faut condamner les coups d'État, n'étaient pas restés un peu fermes sur les positions, on allait peut-être envoyer des forces militaires intervenir et créer encore d'autres choses. Beaucoup d'hécatombes. Donc moi je pense que l'épreuve du Sénégal est venue mettre sur scène la CEDEAO sur sa crédibilité. Donc moi je vais prier que les gens évitent de tuer les Sénégalais. Mais la CEDEAO doit ici s'arranger pour rétablir l'ordre constitutionnel, pour maintenir la date des élections, pour que l'alternance puisse être assurée au Sénégal. Parce que ce qui est sûr, c'est un Sénégalais qui va prendre le pouvoir. Mais ici, on pense qu'on a la chance infuse et que sans soi, l'autre ne peut rien faire. C'est une erreur. On a fait ça en Côte d'Ivoire, c'était avec la complicité de ces institutions que nous dénonçons aujourd'hui. Aujourd'hui, soit on arrête les coups d'État, qu'ils soient constitutionnels ou militaires, ou on ferme les yeux sur le cadre de la CEDEAO et ça devient une école. Tous les présidents qui sont en fin de mandat vont oser trouver des formules pour modifier les tests et faire tout ce qu'ils veulent. Et là, finalement, on ne parlera plus de CEDEAO, on parlera d'autres choses certainement. Aziz, sur la question? Oui, je pense que la solution, la première solution, c'est la CEDEAO. La CEDEAO devrait suspendre le Sénégal de ses instances. Et l'autre chose, c'est que la CEDEAO devrait faire pression.
on ne suspend pas en ne sanctionnant pas. Il faut aussi sanctionner, c'est-à-dire fermer les frontières du Sénégal pour faire vivre au Sénégal ce que les autres pays qui ont violé la constitution de leur pays en faisant des coups d'État ont vécu. Donc il ne faut pas faire du deux poids, deux mesures. La CEDEAO devrait sanctionner et fermer les frontières, c'est-à-dire à travers, même l'UEMOA aussi devrait prendre des dispositions pour fermer, pour avoir des sanctions économiques sur le Sénégal, pour faire pression sur le président sénégalais pour maintenir la date des élections. Parce que, vous savez, il ne peut pas le faire sans soutien. Et il le fait dans une période très délicate, le jour du lancement de la campagne électorale. Voilà. Il prend ce jour et il reporte, ou bien il abroge le décret qui convoque le corps électoral. Il ne peut pas le faire sans soutien. Il a le soutien soit de la communauté internationale, des Occidentaux, qui peuvent revenir en arrière à travers un communiqué pour demander le respect du calendrier électoral, mais je pense que c'est du deux poids, deux mesures. Je reste avec vous. À l'inverse de la communauté internationale, le président Umaro Sissoco Embalo de la Guinée-Bissau voisine a publié un message sur son réseau social, notamment pour féliciter le président sénégalais de sa décision. Voilà, un chef d'État africain, je pense que c'est précipité de sa part. Si ce sont ses conseillers qui lui ont dit de le faire, ils l'ont mal conseillé. En tant que démocrate, en tant que président qui est garant du respect des tests d'un pays, il ne devrait pas se féliciter. Je ne vois pas une crise au Sénégal qui pousse au report des élections quand le chef de l'État, dans son discours, qui abroge la convocation du corps électoral, ne cite même pas le nœud de la crise politique au Sénégal. Le nœud de la crise politique au Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Il n'y a nulle part ailleurs, vous n'allez trouver aucune raison qui conduit à ces crises-là, si ce n'est le président Ousmane Sonko. Et il n'a même pas fait cas de cela. Il n'a pas parlé d'une loi d'amnistie. L'Assemblée nationale ne l'a pas amnistié pour permettre à Ousmane Sonko d'être à nouveau candidat. Vous savez, ce que j'ai dit au début, c'est les sondages. Il sait que son candidat ne peut pas passer. Et il sait que s'il ne gagne pas ces élections, ils auront des difficultés parce que l'opposition estime que le Sénégal a été gouverné d'une manière catastrophique. L'ancien Yeglé, la position du président Umaro Sissoco Embalo. Il faut vous interroger. Il faut d'abord vous interroger. Ils ont eu un instrument qu'ils avaient appelé le MAEP. Hein? Il faut aller chercher le rôle pour comprendre que c'est un groupe d'amis et c'est pour obtenir ce genre de résultats. C'est de l'amusement, à la limite. C'est déplorable. Ce qu'il doit savoir, c'est que des ministres du gouvernement de Macky Sall ont démissionné parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision. Voilà, comment lui, il arrive à expliquer ça? Pourquoi cette démission enregistrée? Non, je vous dis que c'est indigne ce qui se passe actuellement au Sénégal. C'est indigne. Ce n'est pas bon pour l'image de la démocratie en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique francophone. C'est pas bon. Et je vais vous dire, la dernière fois, j'ai eu la chance de recevoir l'ambassadeur de la France près de Bénin, et je lui ai dit, pourquoi en fin de mandat, les gens ne veulent pas partir? Et quel est le rôle de la France qui est la mère patrie? Non, la France n'est plus dans le rôle de dire, voilà ce que vous devez faire. Mais je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça ne se passe pas comme ça de leur côté. De simples soupçons peuvent amener le président l'existe à renoncer à un second mandat. De simples soupçons. Oui, c'est ce qui s'est passé en 2012 même avec... Pourtant, chez nous, même si tout est avéré, on trouve des formules politico-judiciaires pour fragiliser l'autre camp ou pour tordre le cou à la démocratie. Moi, je trouve que cette lettre de félicitations, ça va se passer comme ça s'est passé dans certains pays où après, lui-même va revenir sur sa décision politique qu'il regrette. En tout cas, nous suivons de près l'évolution de la situation au Sénégal et nous revenons à présent chez nous au pays avec ce décret justement, ce décret annoncé par le chef de l'État. Il sera créé à la présidence de la République justement un collège des ministres conseillers placé sous l'autorité du chef de l'État, et le collège des ministres conseillers à la présidence comprend des ministres conseillers. Et voilà, je commence par vous, Rodonatien Yeglé, et cette annonce faite par le chef de l'État de nommer des ministres conseillers à la fin de son mandat, je dirais à deux ans de la fin de son mandat. Et voilà, pour vous, et que cache ce décret que Patrice Talon veut prendre dans les jours à venir? Bon, il faut dire que Patrice Talon, il est resté dans l'ombre pendant des années pour faire la politique. Il a dit, lui-même il a dit récemment qu'il était, il savait qu'il était très actif politiquement. Mais ça veut dire qu'il est resté dans l'ombre. Voilà. Et bon, le président Patrice Talon nous aide à éprouver nos tests. Hein, il ne fait rien au hasard. Il y a environ 4 juristes qui ont saisi la Cour constitutionnelle. J'attends la suite de cette affaire. En créant des postes de ministres conseillers, ça veut démontrer que 8 ans après,
Patrice Talon s'est rendu compte que les Béninois n'ont pas compris la pertinence de ces actions. D'où la nécessité de faire de la propagande autour. Et Boni Yayi, je me rappelle de certains de ses propos, quand il était au pouvoir, il a dit, lorsque vous ne communiquez pas auprès des intentions. Et ici, ils sont venus très tôt, ils ont barré ça pour dire nombo-communication. Ce sont les conséquences de la nombo-communication qui font qu'aujourd'hui, il y a des actes posés par Patrice Talon qui ont des défis de plus de 50 ans. Mais si on ne communique pas suffisamment autour, il y a problème. Et maintenant, en créant des postes de ministres conseillers, Patrice Talon a du mal à remettre en cause ses propres propos de « on ne change pas une équipe qui gagne ». Parce que des gens ont mouillé le maillot depuis 8 ans et peut-être plus. Et dans le contexte béninois, après, des gens passent le témoin et ce que les gens appellent prospérité partagée. Mais les gens sont restés opposés pendant 8 ans. Des gens ont mouillé le maillot et sont encore dans l'ombre. Et vous leur dites ouvertement qu'on ne change pas une équipe qui gagne et qu'ils voudront encore attendre longtemps de ne rien espérer comme remaniement ministériel. Il se rend compte aujourd'hui qu'il a fait du tort à sa gestion politique en tenant ce genre de propos. Mais il n'est pas obligé de venir à la face du monde pour dire je m'excuse. Il peut le dire, ce n'est pas une faiblesse. Mais il a trouvé une formule élégante pour dire désormais les formations politiques qui me soutiennent, ça fait plus de 20 postes, vont me proposer des gens que je vais nommer pour davantage faire valoir mon PAG. Je pense que c'est une remise en cause stratégique. Qui sont à titre de ministre également. Ils sont à titre de ministre et ils dépendent directement de lui. De la présidence. Ah oui, donc il faut occuper le terrain. Donc ça remet complètement en cause la nouvelle communication. Ça vient corriger le tir lié au refus de faire le remaniement ministériel. Il a trouvé la formule. C'est vrai que ça va coûter un peu cher à la caisse de l'État, mais c'est prévu certainement et on attend de voir. Boni Yayi, Patrice Talon donne raison à son prédécesseur Boni Yayi. Non, je ne pense pas. Je pense plutôt que le président Patrice Talon est dans une dynamique d'aller jusqu'au bout de son mandat et d'exécuter son PAG jusqu'au dernier jour de son mandat. Et c'est ça qui a fait qu'il a opté pour la nomination des ministres conseillers. Parce que nous avons actuellement des ministres qui sont en fonction. Oui, c'est pour cela je voudrais venir sur ce ça veut dire que si Boni Yayi et si Patrice Talon ne donne pas des ministres conseillers, il ne peut pas aller au bout de son mandat. Je voudrais quand même m'expliquer. D'accord, ok. Vous savez, pour tout régime, et que ce soit dans n'importe quel pays, en fin de mandat, la plupart du cas, c'est que les ministres ne se contentent plus de la gestion de leur ministère. Les ministres sont plus sur le terrain et ils abandonnent le programme d'action du gouvernement et ils se retrouvent sur le terrain pour faire la propagande, pour permettre au régime de revenir. Donc c'est pour éviter cela que le chef de l'État a pris un décret pour nommer des ministres conseillers qui seront des gens sur le terrain, qui vont expliquer à la population l'idée de la réforme du chef de l'État. Pendant 8 ans, on n'a pas eu le temps. Écoutez, c'est un fait de mandat qu'il y a ce risque d'abandonner la tâche à 2 ans pour se consacrer à la réélection. C'est un fait de mandat qu'il y a ça. C'est pour cela, c'est pour éviter. Oui, il est à la fin de son mandat. Il est à la fin de son mandat. Il est à la tête d'une équipe de la majorité présidentielle. Voilà. Il a les partis politiques qui soutiennent le chef d'État, il y aura un dauphin, nécessairement. C'est pour cela qu'il a dit qu'il ne sera pas inactif dans la désignation. Il a précisé qu'il y a 6 mois de la fin de son mandat. Non, ça c'est en ce qui concerne la désignation de son dauphin. Non, Patrice Talon était clair dans son... Non, écoute, ce qu'il dit, je pense que c'est clair. Non, c'est pas clair. Il ne veut pas laisser le programme d'action du gouvernement et commencer dès à présent. Et il pourrait nommer un gouvernement politique qui va se contenter uniquement de faire la propagande autour de ses actions qu'il a menées depuis 2016. Je voudrais rappeler à mon ami Francis Aziz que le président Patrice Talon, dans la réforme du système partisan, a fait savoir que la dynamique de la campagne perpétuelle, ce qu'on fait et chaque année, une année électorale, la réforme du système partisan vient à régler cela. Et lors de sa dernière sortie médiatique, où il a, sur le plateau de l'ORTB, avec nos confrères, il a dit que c'est à 6 mois de la fin et que pour le moment, ce n'est pas encore nécessaire. Voilà. Il faut se concentrer sur le PAG. Il a dit ouvertement. Je pense maintenant, vous dites ici, sur ce plateau, et que c'est suffisamment grave, que c'est pour aller au thème de son mandat. Non, il n'en avait pas besoin. Non, ce que je dis, c'est très simple. Les ministres conseillers, quand vous lisez le décret,
Il y a un article qui donne les prérogatives des ministres conseillers. Oui. D'abord, les ministres conseillers sont des personnes. Écoutez, les ministres conseillers sont des personnes qui sont compétentes, qui sont spécialisées dans un domaine donné. Et qui peuvent être réunis autour, qui seront réunis autour d'un collège, qui vont conseiller le chef d'État sur la prise de bonnes décisions, surtout en fin de mandat. Et ces ministres conseillers, quand on prend le domaine du transport, de l'agriculture, on va prendre quelqu'un spécialisé dans l'agriculture qui sera sur le terrain, avec les paysans, va recueillir les difficultés des paysans, et pour permettre au chef de l'État de prendre des bonnes décisions. Donc, et on dit que ces ministres conseillers sont membres des comités interministériels. Et ils participent aux réunions de ces comités-là. Les ministres qui sont des ministres pleins sont là. Et c'est ça qui donne même l'utilité de ce collège. Parce que ceci va mettre la pression sur les ministres. Parce que ces ministres conseillers, bien sûr, ces ministres conseillers vont suivre de près ce qui est fait, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement sur le terrain. Et c'est ces ministres conseillers qui vont donner la latitude aux ministres de bien faire leur travail, de se consacrer uniquement à leur travail de ministre. De la CNG, est-ce qu'on ne pourra pas d'un aveu d'échec si on non, ce n'est pas un aveu d'échec. À Patrice Talon de revenir sur cette décision quand on sait quand même qu'à sa venue au pouvoir, il a opté pour Aziz la communication. Oui, Aziz doit savoir que Patrice Talon a géré le Bénin autrement que ses prédécesseurs. Et il a voulu laisser une marque. Mais cette marque contraste un peu avec les réalités du pouvoir. Les mécontentements au sein de la mouvance présidentielle sont très élevés parce qu'il a dit qu'il ne veut pas revalider son gouvernement. Je suis d'accord. Il a trouvé la formule pour corriger le tir. Sauf que ce que vous dites là n'est pas faisable. À suivre votre démonstration, c'est comme si vous dites que les ministres actuellement là ne sont pas capables de conseiller le chef d'État pour une décision. C'est très grave. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Même avant, le chef de l'État avait l'habitude d'avoir des conseillers. Même actuellement, il a des conseillers. Ce qu'il veut faire actuellement, je l'ai dit, le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir en 2021, oui, il a dit que ce qui est habituel en fin de mandat, c'est qu'à 2 ans, les régimes ne fonctionnent plus, ne mettent plus en œuvre le programme d'action du gouvernement parce qu'ils se consacrent à la politique sur le terrain. Les ministres sont envoyés sur le terrain et ils font la propagande pour pouvoir revenir encore pour un autre mandat. Et c'est pour éviter cela qu'il veut lors de l'entretien qu'il a eu après son discours sur l'état de la nation, a été un peu plus clair. Oui. Il a dit qu'il reconnaît que ces ministres sont épuisés, mais il demande encore un peu plus d'endurance. Parce que lui n'est pas dans le schéma de laisser le PAG pour faire de la politique. C'est de ça que je suis en train de parler, justement. Les ministres conseillers sont dans une posture de propagande. Il faut le reconnaître. Et leur émanation est encore la preuve que le chef d'État veut corriger un tir. Il a dit qu'il ne veut pas remanier, mais en même temps, il veut mettre en place une équipe de propagande. Et ça vient plus tôt que prévu. Lui, il a dit à 6 mois de la fin de son mandat, mais on constate... Non, il a dit à 6 mois de la fin de son mandat pour la désignation des candidats potentiels. Et moi, je pense que... il a même dit ce n'est pas pour commencer par communiquer. Vous avez dit au début, c'est pour communiquer autour des actions entreprises par le chef d'État. Il y a beaucoup de Béninois. Quel était le rôle du porte-parole du gouvernement? Non, à lui seul, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas à lui seul être... parce qu'il n'est pas habilité à connaître tout, c'est-à-dire avoir toutes les compétences nécessaires dans toutes les disciplines. Non, il a bien joué ce rôle jusqu'à date d'aujourd'hui. Non, il est porte-parole du gouvernement. Oui. Et il aborde toutes les questions liées à tous les ministres réunis individuellement. Oui, on sait comment ça se passe, mais on veut des gens, des cadres techniques qui sont spécialistes. Des cadres techniques qui sont spécialistes dans un domaine donné et qui peuvent au mieux apporter un conseil nécessaire au chef de l'État dans la prise de décision. Vous savez, l'émanation de ces ministres conseillers est la preuve du jeu purement politique. Tous ceux qui sont là actuellement, qui sont avec lui là, les gens qu'on n'a jamais vu militer, nulle part sorti pour voter pour, ils n'ont jamais fait. C'est des technocrates, les appelés, et quelques politiciens d'hier. Mais ici, il dit, et le parti politique ne va pas proposer ce que vous appelez technicien. Non, Patrice Talon même a dit... Le parti politique a dit des cadres en soi. Non, je n'ai pas dit non, mais je vous ai dit que Patrice Talon, dans une de ses sorties médiatiques, a dit, et c'est ça, c'est le pouvoir que lui confère ce type de chef d'État. Même s'il nomme le planton du quartier, vous allez en souffrir pour ne rien faire. Parce qu'il peut nommer qui veut. Maintenant, il ne nomme plus qui veut, mais il vous demande d'envoyer une liste et c'est lui qui choisit. Nous sommes sur un terrain purement politique et c'est pour de la propagande. Ce n'est pas une erreur, mais on comprend qu'il veut corriger la norme de communication. C'est dit que 2026 se prépare déjà du côté de la mouvance. C'est plutôt que prévu parce qu'en face
en face, ne nous cachons pas la face. Le Congrès des démocrates ici à Parakou a bouleversé les calculs politiques sur le terrain. Parce que Boni Yahi s'est revêtu d'un manteau de chef de parti politique, et il est en plein, il est sur le terrain. Il est en campagne. Il est en campagne. Vous pensez qu'il est en campagne déjà? Boni Yahi est en campagne. Et maintenant, si en face. Les élections sont dans 2 ans. S'il vous plaît, les élections sont dans 2 ans. Écoutez, quand vous vous réveillez tôt, vous avez la chance d'obtenir beaucoup de choses que ce qui est venu le soir. Oui, il a dit 6 mois. L'autre a commencé plus tôt et il est sur le terrain. Quand Parti Talon parle de Boni Yahi là-bas, lui va à Dogbo, il et il lui répond. Et s'il se tait, s'il ne trouve pas des gens pour répliquer ou bien pour corriger, ce n'est pas bien pour la fin du mandat. Aziz, en temps vers la fin de cette émission, rapidement pour conclure. Oui, je pense que nous devons contextualiser les décisions du chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État, depuis la prise de du pouvoir, il n'a jamais été quelqu'un de populaire. Il a dit que lui, il a un régime de réforme. Il n'a jamais voulu que quelque chose soit du goût de la population, mais il veut dresser tout ce qui n'était pas bien fait dans le pays. Et ceci n'est pas vu, n'est pas compris de la population. Et à la fin de son mandat, tout régime veut nécessairement revenir. Aucun régime n'a tendance à perdre le pouvoir. Mais Patrice Talon revenir, qui n'est pas là pour un 3e mandat. Non, ce n'est pas forcément lui qui va revenir. La Constitution est claire sur ça. On dit nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats. Donc la Constitution est claire. Ce n'est pas Patrice Talon qui va revenir, mais il voudrait qu'en son sein il a un dauphin qui veut, qui va revenir, qui va peut-être venir en 2026. Donc, et quand c'est comme ça, il faut nécessairement trouver des moyens pour expliquer à la population ce qu'il a fait depuis 2016. Parce que quand vous prenez le programme d'action, d'abord le projet Société de Talent, avec le programme d'action du gouvernement, c'est ça il est en train de mettre minutieusement en œuvre. Il n'a rien changé jusque-là. Et il a accepté son impopularité à ce moment parce que la population n'a pas compris les réformes qu'il a mises en place. Et il faut maintenant trouver des ministres conseillers pour aller auprès de la population pour leur expliquer un certain nombre de réformes. Je pense que ce n'est pas mal. Ce n'est pas mauvais en tant que tel. Ceci va de l'intérêt du peuple. Et je pense que tous les Béninois devraient s'en réjouir. Non, ça c'est clair. Tous les Béninois devraient s'en réjouir. Démocratiquement parlant, tous les Béninois ne peuvent pas s'en réjouir. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. Mais je dis que jusque-là, pour moi, il n'a pas encore vu la Constitution. Mais je voudrais rappeler à mon cher ami Aziz que lorsque Patrice Talon a pris le pouvoir et qu'il a tenté 2 fois de réviser la Constitution et ça a échoué, il a fait une sortie médiatique pour dire publiquement qu'il vient de se rendre compte qu'il a un poste hautement politique. Et ça veut dire qu'à partir de là, il n'a quand même pas fait de la vraie politique. Et ça peut inverser tout ce qu'il a prévu au départ. Et les intentions qu'on a avant des chefs d'État sont différentes des intentions qu'on a quand on est chef d'État. Parce que la réalité du pouvoir, aujourd'hui, dans le face des réalités du pouvoir, pour avoir dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne et qui ne fera pas de remaniement, il a créé plus de frustrés dans son camp. Aujourd'hui, il a trouvé la formule. Et quand vous dites que Patrice Talon veut être impopulaire, la propagande contraste avec l'impopularité. Et j'en aurais fini. Voilà. Je peux répéter ma dernière phrase. Non, je pense que la propagande contraste avec l'impopularité. Je ne suis pas contre ce que vous avez dit. Je ne suis pas contre, mais je pense que Patrice Talon a sa ligne qu'il est en train de suivre. Non, on n'a pas dit il n'a pas changé cette ligne. Mais il veut faire de la pure politique maintenant. Parce qu'il en a besoin. Parce que c'est nécessaire aussi. Oui, il en a besoin. En tout cas, la télé, c'est le temps. Chers invités, on va s'arrêter à ce niveau. Chers internautes, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Donatien Iglé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Aziz, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous avez compris, on a fait le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale avec la situation, la crise au Sénégal, de cette annonce du report du scrutin présidentiel annoncé par Macky Sall. On a également surfé sur le décret annonçant la nomination des ministres conseillers à la présidence de la République du Bénin. En tout cas, on a passé en revue tous ces sujets sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de réalisation, Sabio Chabadamou, Kotzamba, Chérif Fadine Kora, Evan Moussou, Romarika Fadebe. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.